Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la reconstruction. Alors je pense faire une vidéo un petit peu générale sur la reconstruction et puis après je vous proposerai dans d'autres vidéos de s'attarder sur des monuments spécifiques de cette période qui est extrêmement importante pour Hennebont puisque c'est celle qui a donné le visage qu'elle a aujourd'hui, qui a complètement remodelé ce qui était eh bien l'ancienne ville médiévale détruite par la guerre, ça on va en parler, et qui fait le paysage, une partie du paysage que l'on a aujourd'hui. Et j'ajouterais presque du paysage qui est mal aimé pour beaucoup de Hennebontais, qui effectivement regrettent la ville ancienne et qui voient dans l'architecture des années 50 quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Donc ça, on aura l'occasion d'aborder cette question. Alors, qu'est-ce qui, évidemment, est la cause de cette reconstruction? C'est bien sûr les destructions qui ont lieu en 1944, hein, le 6 août 1944, les Américains arrivent à Hennebont. Le 7, ils seront présents avec le 5e et le 7e bataillon de FFI, donc de résistants, et ils viennent délivrer la ville. Les Hennebontais sortent dans les rues pour les accueillir, hein, ils pensent que c'en est fini. Or, les Allemands se sont repliés dans ce qui deviendra la poche de l'Orient en faisant sauter les ponts. Et le 7 août, eh bien, à partir de 10h à 16h, pendant 6 heures, la ville est soumise à un intense tir d'artillerie avec des batteries qui tirent depuis Groix sur la ville et qui vont eh bien, la détruire. Pour vous donner une petite idée, on ne va pas s'assommer de chiffres, hein, mais en 1938, on avait à peu près 2500 logements sur la ville, et en 1944, on a 250 bâtiments qui sont très fortement touchés. On en a 300 à moitié et 463 qui sont entièrement détruits. Les 3/4 du centre-ville vont disparaître. Si j'ose dire, c'est assez facile. On est sur du bâtiment ancien, un bâtiment 16e, 17e, c'est-à-dire en pan de bois et en torchis. Donc bien sûr, le moindre élément d'incendie qui n'est pas circonscrit assez rapidement, eh bien, fait que la ville s'embrase, et ce qui va expliquer notamment la disparition quasiment complète du quartier qui se trouvait à l'emplacement actuel de la place Mourdien, hein, où on avait une douzaine de maisons, un four, une rue, enfin tout ça va entièrement disparaître. Donc la ville est détruite sur le plan architectural. Je fais évidemment, il ne s'agit pas d'oublier aussi les exactions qui sont commises, car sur cette période-là, lors de la retraite des Allemands, eh bien, de nombreuses personnes vont être victimes d'exactions. Hein, je ne ferai pas la liste ici, mais vous la trouvez assez facilement dans de nombreux ouvrages. Donc la ville est martyre à double titre. Il y a effectivement aussi énormément de personnes qui se sont réfugiées. Il va falloir pouvoir les réaccueillir, et ça c'est assez compliqué à mettre en place, parce que d'abord il faut nettoyer la ville. Donc on va pour ce faire eh bien, utiliser des chômeurs qui vont être employés à dégager, retirer les gravats. On va également utiliser des prisonniers allemands, hein, qui vont eh bien, venir travailler. Il y a aussi des très importantes questions de déminage, puisqu'il y a des zones qui avaient été minées, donc qui risquaient d'exploser. Il y a le dégagement du port, hein. Le maire de l'époque informe les autorités qu'il y a à peu près une vingtaine de navires qui sont coulés dans le port, donc il faut bien sûr continuer à dégager cet ensemble. Cette question du relogement, elle est extrêmement importante, puisqu'il va eh bien, falloir pouvoir redonner un logement à toutes les personnes. Alors certaines ont fui, hein, ça va jusque assez loin en Vendée ou même à l'intérieur des terres, hein, on se réfugie comme on peut au moment des bombardements. Par rapport à cette reconstruction et ce relogement, hein, on a des comités de défense des habitants qui se mettent en place parce qu'il y a des questionnements qui vont se poser, hein, notamment pour ce qui est de la reconstitution à l'identique du bâtiment, ce qui est normalement prévu par la loi. Or, il y a des choix urbanistiques qui sont faits, notamment celui de remodeler complètement le quartier commerçant. Le quartier commerçant, il était sur la rue Trottier. Hein, vous aviez une grande place qui était la plaine, et puis vous aviez accolé à l'enceinte, depuis au moins le XVIIe siècle, eh bien, des bâtiments qui s'étaient construits et qui en faisaient l'artère principale et l'artère centrale de la ville. Or, évidemment, les destructions de ces bâtiments font apparaître le pan sud de l'enceinte urbaine. On connaissait évidemment visuellement la porte Broérec. On savait que la tour Saint-Nicolas existait derrière. On voyait les murs qui étaient présents quand on allait dans les cours intérieures, mais l'ensemble était complètement dissimulé à la vue. Et les choix qui vont être faits, eh bien, vont être de redonner valeur à cette enceinte.
Il faut savoir qu'il y a même il y a eu des levées de boucliers quand on a évoqué la question de restaurer l'enceinte. Et il a fallu toute la défense de monsieur Mariette pour que cette restauration soit faite et qu'on redonne son image de ville fortifiée à la ville close. Dès le conseil municipal d'avril 1945, le maire Ferdinand Thomas donne 2 grands axes sur cette reconstruction, qui sont tout simplement une véritable volonté de refaire un assainissement, de pouvoir rendre la ville propre, c'est les termes qui sont utilisés, parce qu'évidemment, on est dans une cité médiévale, avec des bâtiments anciens qui n'ont pas forcément tous les systèmes d'évacuation tels qu'on peut les connaître, on a des rues qui sont étroites, qui sont pavées, on a des articles, notamment des articles de journaux où on dresse un tableau apocalyptique de la ville, en la trouvant insalubre, avec des courettes plus ou moins propres, avec des ordures partout. Enfin, on a un portrait qui est absolument terrifiant, qui est sans doute d'ailleurs un petit peu exagéré pour que les travaux puissent s'engager. Donc une ville qui était ancienne. Donc le choix va être de recréer une ville beaucoup plus aérée. Une question intéressante aussi, c'est que, et ça c'est le terme exact qui est utilisé, on veut faire d'Hennebont une ville coquette, propre à attirer le touriste. Donc déjà, on a en 1945 cette volonté notamment en utilisant le patrimoine, de redonner à la ville une allure qu'elle a perdue avec les bombardements. Alors pour mener à bien cette reconstruction, ce n'est pas la ville d'Hennebont elle-même qui prend les rênes, même si elle travaille de façon extrêmement étroite, mais on a la mise en place d'un ministère particulier qu'on appelle par l'acronyme MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui a été confié à l'homme politique Raoul Dautry, et qui est chargé on est en 1944, qui est chargé de réfléchir à ce nouvel urbanisme, cette reconstruction. Il y a d'abord un architecte évaluateur qui va évaluer un peu l'état des dégâts, et ensuite on va nommer des architectes régionaux, sachant que l'idée est de donner une somme et de pouvoir ainsi rebâtir à l'identique le bien qui a été détruit. Donc on va avoir des dossiers qui vont être constitués avec les descriptions les plus poussées possibles des maisons pour donner une évaluation financière. Dans un autre genre, si vous vous souvenez de la vidéo qui concernait la chapelle de la Congrégation, on avait établi exactement ce même type d'indemnité qui devait correspondre au bâtiment. Je vous mettrai le lien au-dessus pour cette vidéo de la chapelle de la Congrégation. Je vous l'ai dit, la ville d'Hennebont en 1949 avait une mauvaise réputation, et la destruction complète, certains ont vu l'occasion de se projeter dans une nouvelle ville, et on a confié le chantier. Alors, le chantier général a été confié à Paul Lindu. Paul Lindu qui est né en 1900 à Rennes et qui va mourir en 91 à Lorient. C'est l'architecte urbaniste en chef de la région. Il va dresser les plans de nombreuses communes alentours, je pense notamment à celle de Quévin, mais il lui est interdit de construire. Donc il va travailler sur ce plan, et ensuite il va donner des orientations et des conseils à d'autres architectes, et c'est pour ça qu'on va voir travailler notamment sur Hennebont les architectes Perrin, Jean Caillard, mais également René Millot, le fils de l'autre architecte de la ville, dont on a déjà parlé, et qui vont intervenir dans ce cadre-là. On a évidemment, alors ils sont aussi entre guillemets contraints parce qu'ils veulent conserver les monuments historiques, pour certains protégés, mais qui donnent une valeur à la ville. On pense notamment à Notre-Dame de Paradis, qui va faire des travaux extrêmement importants, notamment sur le clocher, puis sur les bas-côtés qui ont été touchés. Le chantier le plus important, on en a déjà parlé, c'est celui évidemment de l'enceinte urbaine, que l'on va entièrement remodeler pour lui donner l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Si vous faites attention aujourd'hui, que vous promenez au pied de l'enceinte, vous allez voir que sur les parties supérieures, à peu près ce qui correspond au garde-corps du chemin de ronde, vous allez voir que le traitement de la pierre est complètement différent, et on peut lire assez facilement les interventions qui ont été faites. Alors ceci à double titre. D'abord pour pouvoir conserver une trace visuelle de la modification et ne pas faire croire que tout l'ensemble est médiéval, mais ça permet également
des économies, puisqu'on a notamment des pans de murs qui sont remontés avec du moellon au lieu de pierre de taille, donc ce qui permet effectivement d'économiser sur le chantier. Il va même y avoir quelques petits incidents amusants, puisque il y a une partie près de la tour Saint-Nicolas des pierres qui ont été posées, qui sont des pierres qui étaient prévues pour Susignaux, et Susignaux a des pierres qui étaient prévues pour Hennebont. À l'époque, l'architecte en chef des monuments historiques, c'est René Guillaume, et bien, il faisait sa tournée, mais de façon beaucoup moins, comment dirais-je, régulière qu'elle est faite aujourd'hui, et puis il y avait eu livraison de ces pierres qui ont été posées et installées avant que celui-ci s'en soit rendu compte. Le projet urbain d'Hennebont, il est défini à peu près en 5 points. D'abord, améliorer la circulation. L'effet le plus flagrant va être tout simplement on dit pas la déroute, la modification de la route, puisque la route nationale 24, eh bien, qui passait auparavant dans Hennebont, va se trouver passer au pied du Mont d'Hélice, qui va être légèrement raboté, et on va créer l'avenue de la Libération qui passe derrière. Et en 1953, on va aussi, on en avait déjà parlé, et puis je crois qu'il y a une question de Clio qui évoque la question, la création du pont Jeanne Laflamme, inauguré en septembre 1953, et qui va faire que d'une certaine façon, toute la circulation routière va être basculée à côté du centre-ville. Évidemment, on n'a pas de voie rapide à cette époque-là, donc là il y a quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant sur Hennebont, c'est de regarder l'évolution de la circulation. On passe dans la ville close, on passe en bord de ville close en ce qui devient la rue Trottier, et après la guerre, on passe complètement à côté. Et avec la création de la voie rapide, eh bien, on peut très bien faire le tour de la Bretagne sans passer par Hennebont. Donc ça, c'est des questions qui sont aussi extrêmement intéressantes, et vous voyez ô combien actuelles aujourd'hui quand on pense la ville et quand on veut penser son attractivité. Le point numéro 2, on en a déjà parlé, c'est évidemment dégager l'enceinte, ce qui implique de remodeler le quartier commerçant. On va avoir l'installation de baraques, on va reloger les gens dans différentes baraques, soit à Timor, au camp de Beaufort ou au camp des Genêts. Au Timor, c'est facilité puisque la vasière est remblayée avec les gravats, et on va construire de l'habitat provisoire pour recevoir les habitants. Qui ne sont pas tous rentrés, et on va installer les commerçants rue Trottier, à la place de ce qui est aujourd'hui le Square Mandela, les jardins des remparts. Alors ça pose beaucoup de questions parce que ce sont des espaces qui sont réduits, il n'y a pas possibilité de faire de stockage, et effectivement on passe d'un magasin entre guillemets en dur avec souvent l'habitat au-dessus à une échoppe dans une cabane. Il y aura également le point 3, la création de zones industrielles. Donc la ville met en place aussi son développement et son potentiel économique, puisque comme il faut reconstruire le pays, eh bien on a aussi cette dynamique-là qui se met en place. En point numéro 4, on va essayer de trouver des emplacements un petit peu plus pratiques pour les différents services publics. Bon, l'hôtel de ville conserve sa place, son emplacement sur la place Foch, mais on essaie de réfléchir à l'organisation. On va voir notamment dans les années 1960 l'extension de l'hôpital qui va être réalisée par l'architecte Albert Barthes. Donc on a aussi une réflexion sur ce plan-là. On a évidemment, alors là le sujet est extrêmement vaste, mais toute la question des écoles qui sont installées dans les quartiers, qui sont développées, reconstruites, avec toutes les nouvelles techniques qui sont mises en place, puisque les écoles de la ville ont été détruites. On pense à celle qui était place du Roc. Aujourd'hui, quand vous êtes sur le petit parking de la place du Roc, eh bien vous êtes tout simplement dans la cour de l'école, les murs étant à flanc de falaise, à flanc de... Oui, on va dire à flanc de falaise, mais vous l'avez en tête, c'est pas si énorme que cela. Donc on a aussi cette dynamique-là, qui dit nouveau quartier, dit occupation scolaire extrêmement important. Et puis le point 5, c'est discipliner la construction. On veut que la ville ait un aspect beaucoup plus homogène que ce qu'elle avait avant. Alors c'est assez intéressant parce que ce qu'on aurait pu considérer comme une richesse, c'est-à-dire cette accumulation de maisons à pans de bois de la fin du Moyen-Âge avec bâtiments en pierre du 19e ou même d'hôtels particuliers du 18e, dans beaucoup de textes, on considère que la ville est de briques et de broc, que rien ne se correspond, que rien ne ressemble. On a des petites parcelles, on a des maisons hautes, des maisons basses, et on veut absolument partir dans une question d'unité.
On va aussi travailler, on voit très très bien avec cette histoire de la circulation et cette question du remodelage, sur les aérer la ville. Ça c'est vraiment le choix qui s'est fait complètement à l'opposé de ce que la ville pouvait être avant, où entre la basilique et la porte Bourg-Hérec, vous avez cette espèce d'esplanade, place Foch, place Mourdia, puis l'ensemble, où on a effectivement des grands espaces. On pense aussi à la question des marchés, qui dit grand espace dit emplacement. On a une très belle série de cartes postales et de photographies où on va voir le marché au début du siècle dans la ville d'avant. On a le marché pendant la pleine époque de la reconstruction et des baraques, et puis aujourd'hui on peut assister à ça. Donc ça c'est intéressant de voir aussi comment cet emplacement se réalise. On va construire des édifices qui sont effectivement aussi, comme il faut loger les gens, où on va avoir des immeubles dans lesquels on a plusieurs appartements, sachant que, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a un bon qualitatif qui se fait aussi dans l'habitat, c'est-à-dire on va se retrouver avec des escaliers aérés, avec une salle d'eau, une cuisine, des chambres, des grands salons, salles de bain. Si on pense à la très très grande barre d'immeubles qui a été dessinée par Paul Lindu, qui se trouve du côté de la place Mourdia, on voit très très bien ici l'organisation où on est tourné vers le sud, on a des grands balcons, qui permet bien de sortir, de faire rentrer la lumière, d'être un petit peu à l'extérieur alors qu'on est dans un appartement, et on rejette toutes les pièces de service, salle de bain, cuisine, sur l'arrière. On a les rez-de-chaussée qui sont commerçants. On a également, et c'est intéressant, si on regarde la barre, cette grande barre dessinée par grande barre, j'exagère, cet ensemble d'immeubles dessinés par Paul Lindu, on a un bâtiment qui est construit avec les techniques actuelles, mais qui reprend quand même un certain vocabulaire traditionnel, que ce soit les lucarnes, que ce soit quelques entourages de fenêtres faits en granito, mais qui peuvent évoquer les entourages de fenêtres faites en pierre de taille. Donc un véritable projet pour reconstruire la ville, qui est donc mené par un architecte et qui change totalement l'aspect que l'on peut avoir d'Hennebont aujourd'hui. Alors on a aussi à l'intérieur de la ville close, évidemment, les bâtiments qui sont détruits, et où à la place, enfin on crée une place. Aujourd'hui, c'est une large place juste après les portes Bourg-Hérec, là où se trouvait la rue de la Prison avec des habitations. On a d'ailleurs, quand on se promène par là-bas, on a quelques traces dans les murs, on a notamment une cuisine qui est encore en place, où on a le grand bac qui fait office d'évier, la cheminée et un placard pris dans un mur. Donc on a quelques traces archéologiques de cette occupation. Voilà pour cette présentation un petit peu large de la reconstruction d'Hennebont. Il y aurait énormément de choses à dire aussi sur tout le développement. Je pense notamment en 1958, le quartier Grimaud, qui a été réhabilité il y a peu. Il y a évidemment le développement extrêmement important des lotissements des années 50. On pense notamment à ceux qui se trouvaient à l'emplacement du camp de Beaufort, près de Quérembar, qui sont aussi avec des bâtiments très intéressants dans leur réalisation. On a évidemment toute la zone de Kériway, qui est effectivement typique de cette construction des années 60, où on veut faire venir du monde, on veut avoir de la place, et on combine généralement cet ensemble avec la présence de l'école non loin, les structures de sport. On essaie de rassembler au plus près des habitants différents services publics, comme on l'a vu, et éléments pratiques. Voilà, c'était cette présentation un peu légère de l'histoire de la reconstruction d'Hennebont. Il y aurait tant à dire, mais de toute façon, on va se retrouver j'ai prévu d'autres vidéos où on va s'attacher à certains bâtiments pour repartir de façon un petit peu plus précise sur l'architecture de cette période-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous dis à très bientôt, au revoir.